Après 15 ans de lutte armée contre les communistes de Kaboul, puis le départ des troupes soviétiques, Massoud est devenu une véritable icône de la résistance. Avec le soutien de ses combattants, les Moudjahidines, il endosse le costume de sauveur de la nation et il devient un vrai leader politique. Massoud n'a pas gagné la guerre tout seul, et bien d'autres vaillants commandants, tadjiks, pashtuns, ouzbeks et hazaras, se sont battus comme lui et ont contribué à la victoire sur l'armée rouge. Mais Massoud ne reste que le chef de son ethnie, les tadjiks, qui ne représentent qu'un tiers de la population afghane. Les Afghans sont majoritairement pashtuns, l'ethnie soutenue par le Pakistan. Pourtant, c'est bien Massoud le Tadjik, surnommé le lion du Panchir, qui est désigné vainqueur. Non parce qu'il est le meilleur, ou que la presse occidentale en a fait un héros, mais parce qu'il représente le chef de guerre le plus fiable, le moins corruptible, aux yeux du pouvoir communiste de Kaboul, du président Najibullah. Un rôle que lui refusent certains chefs de guerre pashtuns, à commencer par Gulbuddin Eik Matyar, l'ennemi juré de Massoud. And my father was one of the very few and the main figure who actually, when he entered Kabul, and he said that everyone is forgiven, from the military commanders to the soldiers of the regime, the communist regime. It was a war that Afghanistan have passed, that we need to keep the framework of the Afghanistan army, that we should have not really look and seek for revenge. It is time for unity, for humanity, and it is night for reconstruction and rebuilding the country. But unfortunately, it did not happen. Quand je le retrouve en 1992, donc 11 ans après, à Kaboul, c'est plus le même homme. Parce que là, les soucis, le froncement de sourcils l'emporte sur tout le reste. Il n'y a plus du tout de décontraction. Et il est très inquiet. Et là, il a l'obsession de ne pas faire un bain de sang à Kaboul. Trêve de courte durée, le temps d'un appel à la prière. Les familles de Kaboulis quittent ce quartier moderne de Micro-Rayan, près de l'aéroport. Le commandant Massoud, le nouvel homme fort de Kaboul, les a fait prévenir qu'une opération militaire allait être menée contre les fondamentalistes du SB Islami qui occupent certains de ces immeubles. Kaboul est aujourd'hui coupé par un front sur la ligne de partage entre les Moudjahidines du nord et ceux du SB Islami, mieux implantés au sud. Les hommes de Massoud ont repris hier cette position qui surplombe l'aéroport de Kaboul, d'où décollent des MiG, aujourd'hui sous les ordres de Massoud. De ce point élevé, ils pilonnent à la DCA la colline d'en face, au sud, occupée par le SB Islami. Allahu Akbar, crient les artilleurs, Dieu est grand. Pourtant, ils ne font plus la djihad, la guerre sainte, car ils se battent contre d'autres moudjahidines, les hommes de Gulbuddin. 14 ans de guerre, les enfants n'ont rien connu d'autre. Nous rejetons ces combats stupides qui n'ont aucun sens. Des milliers de gens sont déjà morts et enterrés. Personne ne nous aide. Les Kaboulis croyaient la guerre enfin terminée. En fait, avec l'arrivée des Moudjahidines, la guerre est entrée dans Kaboul. Et encore une fois, ce sont les populations civiles qui font les frais des intolérances et des dogmatismes. J'ai dit la guerre rentre dans Kaboul. Et après, je me suis dit, mais t'as dû exagérer. Mais en fait, j'avais pas exagéré du tout. La guerre est rentrée dans Kaboul. Après, Christophe y est retourné quelques années après. C'était des champs de ruines. C'était la guerre nord-sud, hein, la guerre entre Gulbuddin et Massoud. En gros, la guerre, en résumant, la guerre entre Pashtun et Tadjik. C'est toujours la même histoire aussi. Tout ça se mélange. Mais effectivement, il a fait rentrer la guerre dans Kaboul. Massoud pouvait commander à des hommes de tuer et de se faire tuer. J'ai vu le regard de Massoud quand il a fait pendre des pillards dans Kaboul au milieu des années 90, et c'était un regard des yeux froids
de tueur. Quand je décide d'exécuter, j'exécute. Je l'ai vu au walkie-talkie donner des ordres. Vous prendrez l'adversaire par ici, vous tirerez par là, et quand vous aurez exterminé cela, vous attaquerez cela. Donc je ne veux pas faire de l'angélisme non plus. C'est une période où il y a eu des viols, où il y a eu des choses atroces, mais ça, il y est pour rien. C'est évident qu'il y est pour rien. Mais je crois qu'ils sont considérés un petit peu comme responsables quand même, puisqu'il avait des responsabilités. Et pour lui, c'est une période assez noire. C'est mon premier reportage en Afghanistan et je devais le retrouver au niveau du bâtiment de la sécurité nationale à Kaboul. Et là, alors que j'arrive à pied, je vois surgir de l'enceinte de cette institution sécuritaire une colonne et je repère son 4x4. Et je me plante devant le convoi et je fais comme ça un grand geste d'impuissance. Il arrête son véhicule, il descend, il me dit « monte ». Et on file à la résidence, et là on arrive, et dans son français moins fluide que le disent ses fidèles, mais qui était quand même tout à fait suffisant pour des échanges simples, il me dit « Comment ça va? Assieds-toi, je vais prier, on parle après ». Dans les conversations que j'ai avec lui, lorsque je l'interroge sur des enjeux politiques, unification, réconciliation, il récite son texte, mais un peu en pilotage automatique. Lorsqu'on évoque un épisode guerrier, une bataille, une reconquête, une tactique, une stratégie, son regard s'allume et son débit s'accélère. Donc je me dis, au fond, quoi qu'on en dise chez les massoudolâtres, français ou autres, il ne sera toujours qu'avant tout un chef de guerre tadjik. C'est profondément son identité. Il a compris qu'il fallait, vis-à-vis notamment du monde extérieur et des soutiens qu'il réclame, qu'il apparaisse comme autre chose que comme le meilleur d'entre nous. Mais au fond, je n'ai jamais cru à un Massoud qui pourrait être, encore une fois, l'unificateur incontesté de la mosaïque afghane. Alliés d'un jour, ennemis le lendemain, amis le surlendemain. Les alliances se font et se défont au gré des intérêts des uns et des autres, plongeant Kaboul dans une guerre sans fin. J'ai toujours eu l'impression, au fond, que Massoud a été condamné à sceller au fil des ans des alliances contre nature, et qu'il le faisait à reculons, mais qu'il considérait qu'il n'avait pas le choix, que pour, en quelque sorte, compenser l'étroitesse de sa propre base communautaire, il savait qu'il fallait pactiser avec les petits diables afghans, et ils étaient nombreux. Massoud a fait des alliances avec des hommes, comme par exemple un homme qui s'appelle Sayaf. Sayaf avait une haine contre les Hazaras. Les Hazaras, c'est la population chiite de l'Afghanistan. Eh bien, il a fait, les hommes de Sayaf ont massacré, quoi. Il y a eu de vrais massacres dans les quartiers sud de Kaboul en 94-95. Et bien sûr, ça a rejailli sur la responsabilité de Massoud parce que c'était un allié. Gulbuddin Hekmatyar, l'ennemi de Massoud, soutenu par le Pakistan, n'a jamais réussi à contrôler la capitale afghane. Mais son échec a entraîné Massoud dans sa chute. Après 4 ans de guerre civile, en 1996, Massoud abandonne Kaboul, qui n'est plus qu'un champ de ruines et de désolation. L'État pakistanais a tout fait pour réduire Massoud à un terme que je traduirais et que j'aimerais remettre à la mode en langue française, à un ethnarque, un chef d'ethnie. Je trouve qu'on devrait l'employer, ce terme. Les Grecs antiques l'utilisaient, un ethnarque. Oui, il est stratège, c'est vrai, c'est un meneur d'hommes, c'est vrai, mais cantonné à son ethnie.
Donc vous, Pashtun, vous, Hazara, vous, Ouzbek, vous n'avez pas à rallier la cause d'un Tadjik. It was at that time that another group, with the help of Pakistan, called Taliban, they emerged. But the Taliban, they had one thing in mind, a full takeover. So it was by the help of the Pakistan, the Taliban came. Les talibans avaient pour but d'installer à Kaboul un pouvoir qui, en fait, cesserait d'être un pouvoir, puisqu'il hâterait la désintégration de l'État afghan au profit d'un protectorat pakistanais, puisque cela était le but. Tout ce qui venait entraver la réalisation de ce but pouvait être perçu comme un obstacle, comme un irritant, mais non pas comme une raison de radicalisation. La radicalisation, elle était déjà là. طالبان یک گروه تروریستی است. طالبان معتقد به صلح نیستند. فلسفه وجودی طالبان است که باید تا آخر جنگ بکنند. مسئله جهاد یک پرنسیب دینی است، یک پرنسیب اسلامی است برای طالبان که همهش باید جهاد بکنن، جنگ بکنن و بدون از میگه ما گناهگار میشیم. از طریق جنگ، از طریق جهاد اینا معتقد هستند که به جنت میرسن، مورد رحمت خداوند قرار میگیرن. هیچ نوع وجه مشترک بین مردم افغانستان، جامعه مدنی افغانستان و طالبان وجود نداره. Formés dans les madrasas, les écoles coraniques pakistanaises, les talibans sont des fondamentalistes islamiques. Ils ont pour chef suprême le Mollah Omar. Intégriste pur et dur, il accueille dans ses rangs des terroristes originaires d'Arabie Saoudite et de Yémen, des djihadistes de l'organisation Al-Qaïda et leur leader, Ben Laden. Pour la mouvance d'Al-Qaïda, pour la mouvance de Ben Laden, comme pour les généraux pakistanais qui les ont soutenus, il était essentiel de confisquer le prestige de cette résistance anti-soviétique de la grande majorité de la population afghane au profit d'Al-Qaïda. Pour Al-Qaïda, la base, l'Afghanistan a constitué justement ce que signifie le mot Al-Qaïda, c'est-à-dire la base. C'est à partir de cette base qu'un islam triomphant est revenu sur la scène mondiale, non pas laïcisé façon turque ou façon Algérie, mais véritablement islamo-islamique et très sunnite. Et pour un Ben Laden, l'existence de résistants véritablement nationalistes, on pourrait dire, comme Massoud, était insupportable. Les talibans, donc en théorie, lexicalement les étudiants en religion, qui sont en fait des miliciens islamistes ultra-radicaux, j'accompagne leur montée depuis Kandahar. Et ce qui frappe le plus à ce moment-là, c'est que des tas de villes tombent comme des fruits mûrs. Et ils les conquièrent sans combattre. Et là, évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ils sont censés incarner l'islam le plus rétrograde qui soit, le plus coercitif qu'on puisse imaginer, et ils sont quasiment accueillis, ça et là en tout cas, comme des libérateurs. Et c'est en discutant avec les Afghans que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on me dit à ce moment-là ? On me dit, mais on n'en peut plus des exactions rivales de toutes ces milices pourries, le racket, les enlèvements, les viols, les vols, etc. On n'en peut plus. Au moins avec eux, on partage peut-être pas l'idéologie de Mollah Omar, mais au moins avec eux, il y a de l'ordre, de la sécurité et la corruption recule. C'est ça qui explique la relative facilité avec laquelle ils entrent dans les faubourgs de la capitale. Désormais soutenus par Al-Qaïda, l'organisation terroriste de Ben Laden, les talibans contrôlent rapidement 90% du territoire afghan. Seuls face à la barbarie des talibans, qui lapident et exécutent dans les stades, interdisent aux enfants de jouer au cerf-volant ou d'écouter de la musique, et obligent toutes les femmes à porter la burqa au nom de leur interprétation du Coran, Massoud redevient celui que l'on a tant aimé, ce résistant qui symbolise la liberté. Comme à l'époque des Soviétiques, Massoud remobilise sa vallée et reprend le flambeau de la résistance. Je n'ai jamais senti Massoud autant lui-même, pour peu que je puisse en juger, que quand il redevient le chef de guerre tadjik, qui est profondément attaché
à son peuple et au lieu, notamment la vallée du Panjshir, et qui retrouve d'une certaine manière tous ses repères. Et j'en viens à me demander, quand je relis mes notes de l'époque, et notamment le verbatim de nos entretiens, s'il n'y a pas au fond chez lui une forme de soulagement. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Due to the personal decision of Ahmad Shah Massoud, is that resistance against the Taliban, it came into existence. And he said, I'm not leaving this country, even if I have an area the size of my hat left for me, that the people gathered around him, and he created a very strong and formidable force and resistance group against the Taliban. و پاکستان و باقی کشورهای دیگه که در رقبش هستن به این نتیجه برسن که دیگه جنگ راه حل در افغانستان است. با جنگ نمیتونن هیچ چیزی را حل بکنن. و به این ترتیب زمینه از این مساعد شده که جلو جنگ و خونریزی در افغانستان گرفته شد. چند نکته مثبت است. اول یک، افکار مردم کلاً آماده است. وقتی که بسطها موسفید بخواه که سلاح بگیره در برابر طالب بجنگه، بسطها زن و مرد آدم آماده باشه، باور کنی اگر در دوران روس قدر آماده. L'Express m'appelle et ils me disent, voilà, on veut faire une longue interview de Massoud. Et ils me demandent si ça m'intéresse. Évidemment, ça m'intéresse. Et je pars avec Vincent Hugeux, qui est le grand reporter de l'Express. On va aller au Tadjikistan, parce que la porte arrière, c'était le Tadjikistan à l'époque. Et là, on va avoir la chance de passer, il me semble, 2 semaines avec lui. Tous les jours. Un de mes chefs de service à l'Express, qui est devenu ensuite un ami, qui s'appelle Alain Louillot, avait cette formule. Dans ce métier, Vincent, le manque de chance est une faute professionnelle. Eh bien, si c'est le cas, nous n'avons pas commis de faute ce jour-là, puisque, en gros, soyons clairs et au risque de la trivialité, on a eu le cul bordé de nouilles. À l'aéroport de Douchanbé, capitale du Tadjikistan, on croise une équipe du Figaro Magazine. Ils rentrent penauds, ils ont couru pendant 3 semaines après Massoud, ils ne l'ont pas vu. 24 heures après, on est dans le Panjshir. Notre talent supposé ou hypothétique n'y est absolument pour rien, c'est que de la chance. Et en l'occurrence, une chance qui est incarnée par 2 négociants, on devrait dire trafiquants d'émeraudes polonais, qui doivent passer dans le Panjshir pour troquer leur liasse de dollars contre des émeraudes qui, comme on le sait, sont cueillies à la dynamite dans la région chère à Massoud. Bon. Et coup de fil, on dit « Soyez prêts, demain matin vous partez ». Hélicoptère de facture soviétique, poussif, et on se retrouve 24 heures après, à peine, à avoir posé le pied au Tadjikistan, avec Massoud, qui confirme à son entourage, ces 2-là, ils nous accompagnent. Le premier jour, on a vu arriver plein de mecs autour d'une table, et Massoud avait un attaché-caisse qu'il a ouvert, et là, il y avait tous les lots d'émeraudes. Dans ce voyage, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des situations que je n'ai jamais revues photographiées ailleurs. Celle-ci, j'ai jamais vu d'autres photos de Massoud avec les émeraudes. Les émeraudes, c'était un des financements du combat, quoi. Et après, on a commencé à voyager avec lui. C'est-à-dire, il nous emmenait partout. Et ça, c'était assez extraordinaire. Un jour, on part en hélicoptère avec lui et il est copilote de l'hélicoptère. Donc, on est très surpris. Et là, on comprend qu'il y a dans l'hélicoptère un type qui était très proche de Hekmatyar et que le but, c'était d'impressionner le mec, qui avait tourné kazakh et qui était venu rejoindre Massoud. Entre les 2 pilotes, Massoud avait fait installer une planche. Et quand il volait, il se mettait là. Et il faisait descendre les pilotes dans toutes les rivières, dans toute la géographie. Et on voyait comment il enregistrait
ces détails de géographie qu'un jour vont lui servir dans les combats, même si c'était une zone qu'il connaissait. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant. On a été, Pascal et moi, le témoin d'une scène d'anthologie que rien n'effacera jusqu'à mon dernier souffle. Il se trouve que, à ce moment-là, il y a une ligne de front à Bangui, à côté de Taloqan. Taloqan est un verrou stratégique sur la route de Kaboul. Taloqan a été reconquise le mois précédent. Et voici que, justement, la ligne de Bangui a été enfoncée et qu'il y a un vrai risque. Et là, on va vivre une scène incroyable. C'est-à-dire qu'on est sur une sorte de promontoire. C'est en réalité le toit d'une casemate. Et on va voir, entre, grosso modo, 8h du matin et 16h, 17h, on va voir comment Massoud, le grand marionnettiste, avec les fils invisibles qu'ont tissé son génie militaire, va inverser le cours d'une bataille. C'est-à-dire qu'au début, il est armé donc d'un téléphone satellitaire, d'une radio. Massoud contacte ses commandants, c'est la panique en bas. Allahu Akbar, Amir Saïb, on va mourir, Amir Saïb, c'est fini. Et lui, il les appelle, Jamshed, Obaid, etc., l'un après l'autre. Il les rassure. Il connaît par cœur la disposition des lieux en contrebas. On est à des kilomètres. Hein. On est à des kilomètres. Il les repositionne, il les replace. Et à un moment donné, il a à la radio un de ses commandants qui est au sol, quoi, qui est dans une des colonnes, qui contre-attaque. Et on entend le commandant dire « Allahu Akbar » et boum. Donc on comprend tous à peu près que le commandant, il lui est arrivé quelque chose de pas terrible. Et Massoud, pendant une demi-heure, va demander à la radio, au téléphone satellite, d'essayer de recontacter le commandant. Et il n'y a rien. Hein, tout ça. Et à ce moment-là, je vais faire cette image-là. Il attend, il espère que le commandant va réapparaître, donc il marche comme ça. Là, il ne s'occupe plus de rien, il est seul. Et après, à un moment donné, le commandant réapparaît à la radio. Donc Massoud lui redonne ses instructions, il va poser sa radio et il va se mettre à prier. Et au fil des heures, on sent que le cours des combats s'inverse. Et à la fin, 16h30, 17h, la position est reprise, Taloqan est sécurisé. Et à ce moment-là, les gens nous amènent du melon vert, tout, et tout en s'occupant de reprendre la ville de Taloqan, donnant ses instructions, il dit « Mes amis, faites attention, ce melon vert donne souvent mal au ventre, n'en mangez pas trop. » Donc, c'est assez surréaliste, parce que tu as ce gars qui est en train, mais qui quand même, ça c'est le côté afghan aussi, tu es l'invité. Donc, on fait attention à toi. Et on le voit à un moment s'allonger. D'ailleurs, Pascal réalise une photo absolument formidable de Massoud allongé sur le toit de ce fortin, le pacol ramené sur les yeux. Je pense avoir eu la chance de rentrer dans une intimité où j'ai pu garder une distance tout en étant dedans. Donc ça, c'est une image que j'aime beaucoup, quoi. Alors là, c'est lors d'une réunion avec différents commandants. Et on n'en parle pas toujours, mais Massoud était extrêmement religieux. Donc, comme souvent en Afghanistan, toute réunion commence par la prière. Est-ce que le personnage m'a impressionné ? Évidemment oui. Évidemment oui. Il y avait chez lui un feu intérieur, quelque chose dont il brûlait, qui jusque dans son regard, dans cette sorte de douceur qui pouvait parfois virer à la colère, à la férocité, il y avait quelque chose d'unique. J'ai rencontré très peu de personnages qui m'ont fait cet effet-là. Et en même temps, je me suis toujours interdit d'enfiler le t-shirt Massoud Forever. Massoud le résistant incarne l'image d'un rebelle sympathique qui se bat pour une juste cause. Grâce aux exactions des talibans, il a retrouvé sa légitimité et revient sur le devant de la scène médiatique. Massoud est désormais beaucoup plus qu'un simple résistant et les journalistes du monde entier lui taillent un costume de héros.
Prisonnier de son image, sous le feu des projecteurs, il devient malgré lui un véritable instrument de communication. Si les gens se sont intéressés à lui, c'est aussi parce qu'il faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Il avait en stratégie, en courage, en idée, c'était quand même un mec époustouflant. Alors, je pense que les inconnus de l'équation sont assez classiques. Besoin d'icônes, besoin de héros, figure un peu guévariste ou à la Nelson Mandela, figure du rebelle, figure du David contre Goliath. Et puis en plus, soyons clairs, indépendamment de cette héroïsation du personnage rebelle insoumis, il y a son apparence, son allure. C'est pas du tout le rebelle qui porte un treillis poussiéreux. Moi, je me souviens, j'ai regardé de très près lors de nos rencontres. Sa vareuse, de très bonne coupe, made in London. Il avait au poignet une montre en or Longines, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Hein. La façon dont il place ou replace son pacol est aussi très très significative. Au fond, c'est pas si surprenant qu'il ait coché toutes les cases du héros moderne. For me, the pakol is a symbol. It is not for me just to look like my father, but it is a symbol. His image, it brings joy, hope, courage to the people of Afghanistan. Massoud se rend pour la toute première fois en Occident en avril 2001. Fort de son engagement pour la liberté, il endosse son costume de résistant et il fait une courte escale à Paris. Si ses sympathisants et amis lui réservent un accueil digne d'un chef d'État, curieusement, les dirigeants français l'ignorent. Massoud ne sera reçu que très brièvement par le ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. En 2001, il me semble qu'il aurait pu être reçu un peu différemment en France. Bon, il a été reçu au Parlement européen, mais en France, ni le président ni le Premier ministre ne l'ont vu. C'est vraiment dommage, parce que le message qu'il avait à délivrer, je pense que ça les aurait intéressés tous les deux, parce que le message était « attention à ce qui va se passer », et c'était clairement prémonitoire. And at that time, especially at that time, it was very difficult for the public to understand what's going on across the world, because there was no such thing as Facebook, Twitter, or the social media that we are having and accessibility we are having right now to the first-hand data and information like right now. So because of these reasons, the world it was not very interested in what is happening in Afghanistan, and they completely really, especially America as a superpower, it really completely forgot about Afghanistan. Ce n'est qu'à Strasbourg, au Parlement européen, qui a officiellement invité Massoud en France, que son message sera écouté, entendu et pris au sérieux. Soyez le bienvenu au Parlement européen. Très heureuse de vous accueillir. Vous le savez, depuis déjà très longtemps, le Parlement européen est très préoccupé par la situation en Afghanistan, par les atteintes graves et répétées contre les droits fondamentaux et la dignité de la personne humaine, la condition révoltante faite à la femme, la famine qui menace le pays, les réfugiés. Et mon invitation est d'abord la reconnaissance politique de ce que le commandant Massoud incarne. Mais je dois aussi vous dire que l'ambassadeur du Pakistan m'a écrit une lettre lorsque le Pakistan a appris que j'avais invité le commandant Massoud. Cette lettre, notamment, me sera l'occasion de mettre sévèrement en garde les autorités pakistanaises. Le soutien qu'ils apportent aux talibans est un danger pour la région tout entière. Et dans la réponse que je ferai à cette lettre, je demanderai solennellement que le Pakistan cesse d'apporter son aide à un régime qui, par son fanatisme et son obscurantisme, s'est mis au banc de la communauté internationale. همه در جریان هستند که
گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند. گروه‌هایی که یا همراهی میکنند مثل اسامه بن لادن، طالبای پاکستانی افکار مشابه به هم دارند. من میخوایم که از این طریق بگویم که تنها هدف از این گروه‌ها افغانستان نه، بلکه اهداف از او قدم اول افغانستان است، بعد خارج از افغانستان. و با کمال تأسف باید یادآوری کنم که در عقب همچو گروه‌ها با همچو افکار افراطی که دارند رژیم پاکستان و دستگاه استخباراتی آیسای پاکستان قرار دارد. He came to the France to pass this message. He came and he warned the world of the rise of extremism and terrorism, but the people and the country and the world did not listen and they didn't realize it. When they realized it, it was too late. پاکستان امریکایی‌ها بسیار زیاد علاقه‌مند برای پاکستان بودن و کوشش می‌کردن که نیروهای آزادی بخش مردم افغانستان از طریق پاکستانی‌ها کمک بکنن و پاکستانی‌ها رابطه‌اش همراه آمر صاحب خوب نبودن. پاکستانی‌ها تشخیص کرده بودن که حکومت دست نشانده پاکستان هم شاه مسعود قبول نمیکنه و ایران یک مقاومت در مقابل خود فکر میکنن و این حدس پاکستانی هم درست بود، چرا شاه مسعود هیچ وقت راضی نبود که حکومت طرفدار پاکستان در کابل به وجود بیاید. به همین دلیل امریکایی‌ها بی‌علاقه بودن. Massoud ne parle pas l'anglais. C'est un détail très important. Massoud ne parle pas l'anglais, donc Massoud n'est pas considéré comme un interlocuteur possible pour les Américains. Il y avait sans doute également, là, réel politique de nouveau, le souci de ménager un partenaire commercial, notamment en termes d'armement jugé crucial, à savoir le Pakistan. On sait très bien qu'il y avait des contrats extrêmement substantiels qui se négociaient à cette époque-là, et on sait très bien que la diplomatie pakistanaise était suractive quand il s'agissait de faire valoir les intérêts de ses partenaires commerciaux. En gros, n'allez pas vous égarer dans une aventure avec ce barde tadjik, songez un peu plus à vos emplois, à vos arsenaux et à vos usines d'armement. Les services secrets pakistanais, épouvantés par le fait que Massoud, pour la première fois, était venu en Europe, il s'était adressé au Parlement européen à Strasbourg au printemps de 2001. Donc, c'était l'homme à abattre. Il donnait à l'Afghanistan une voix différente de celle des talibans, au pouvoir depuis 1996. Il donnait cette alternance. On peut critiquer certains aspects du personnage, en louer d'autres, mais il reste ce rôle national considéré comme tellement important par Ben Laden lui-même qu'il fallait que Ben Laden le tue. Et la seule manière d'y arriver, c'était en utilisant l'arme de l'attentat suicide. It was at that time that the Taliban, they really came very close to Panjshir Valley and they were attacking from two sides. And then when my father started constructing a house in his garden, it changed the whole dynamic. It made those propaganda of the Taliban completely zero, their effectiveness completely brought it to zero level. That the people like, well, the Taliban are saying that Ahmad Shah Massoud is leaving, but look at him, he's building a house. No, he's not going anywhere, this is just a lie. And the whole valley started like reconstructing and rebuilding, and they were very hopeful that we are gonna stand, we are going nowhere. We lived in that new house only for 15 days with him. That 15 days is the best time of my life. در مشاهدت عامر صاحب در ابتدا من در سفر در چی بودم؟ در هندوستان بودم و قرار بود که به همون روز سفر به فرانسه داشته باشم در روز 9 سپتامبر و در تاریخ 10 سپتامبر با خانم
نیکول فانتن که در وقت رئیس پارلمان اروپا بود یک دیدار داشته باشم. از او زمان سفر تقریبا 6-7 ماه گذشته بود، 5-6 ماه گذشته بود تا این زمان وضعیت فعلی را در جریان بانین بازده محتوا اگر اونا صحبت امرای پادشاه سابق افغانستان داشته باشن خوب است. Cinq mois après la visite de Massoud en France, le 9 septembre 2001, ces deux terroristes kamikazes, déguisés en journalistes, vont commettre un attentat contre le chef de la résistance afghane. همین روز من آمادگی سفر داشتم که به فرانسه سفر بکنم که متاسفانه در ابتدا خبری که به من رسید گفتن زخمی شدن عامر صاحب است و بعد خبر شهادتشان رسید که بر من واقعا یک لحظه سخت بود. The head of Panjshir's intelligence network, he came to my grandfather's house. When he used to come, they used to like, oh, Ahmad John, how are you doing? But this time he didn't say anything. As soon as he saw my eyes, he started crying. And he ran inside my grandfather's house. So what? That is weird. And my grandfather, I saw him through the window. They were very far in the living room. I just, from behind the door and behind the window, I was seeing that my grandfather was just, his head was down, that he was doing like this. Just keep like doing like this. And trying to clear like, his tears and stuff. And the head of intelligence, his name was Ashraf. He told my grandfather that something happened. He's injured. I remember my mother, she just sat down. And still to this day, I remember her face. That she was just looking at the wall, and slowly, the tears was coming down. And I remember my mother said just one word. No, he's not injured. He's no longer here. That's it. She knew. And she said Ahmad Shah Massoud would not just get injured. That's it. و سخت‌ترین لحظه زندگی بود. خب متعاقب از این سفر وقتی که مسئله خبر زخمی شدن عامر صاحب رسید ما در فکری شدیم که اگر یک آمبولانس هوایی ترتیب شود که به فرانسه انتقال کنه به خاطر تداوی در صدد ایمی شدیم و یک قسمت کارهای را شروع کرده بودیم که متعاقب از او خبر شهادتشان آمد. اما با این حرف با این چی که زمینه دیگه که خبر باید مخفی نگاه شود. بس این خبر ما مخفی نگاه کردم. All of the signs it was indicating that he's no longer. I didn't want to believe it. I was hopeful. I was like, if he's injured, what to do? If he's hurt, what to do? If he cannot longer walk, if he's on wheelchair, I will never let anyone to pull the wheelchair and push it except myself. I'm gonna do it. If he requires like his eyes are damaged and he requires sunglasses or something to cover them, I will be the one to clean them all the time. If he cannot walk or if he cannot see, if he cannot talk, if he cannot hear, I don't care. I love him and I'll serve for the rest of my life and I'll do anything for him. But I did not want to imagine for 1 second that he is not there anymore. So there was a lot of rumors, there was a lot of different news, and which was a great initiative and a great plan by the companion of my father to keep it, hidden from even us, that they didn't really reveal it in one day because it would demoralize everyone. And what happened was that after a few days, we couldn't handle it anymore because this news was killing us. در اوج رادیو ما اخبار عامر صاحب تعقیب میکردیم از رادیوی صدای امریکا. شام بود که در اون زمان خبر اصابت
هواپیما به برج‌های نیویورک رسید. خبر اول فکر کردم یک تصادم است، یک تصادف است. یک واقعه شده، یک هواپیما تصادم کرده با برج. اما هنوز در راه بودیم که خبر هواپیمای دوم و بعد خبر پنتاگون اینا رسید. در اون وقت یک تکان خوردیم، چون ما در شوک خبر اولی بودیم، در شوک 9 سپتامبر بودیم. در اون زمان به این فکر شدیم که احتمالاً اینمی یک حادثه احتمالاً نه که حتما حادثه تروریستی است و به احتمال زیاد که القاعده به دنبال از این قضیه است که بعد همین مسئله ثابت شد و باز حوادث بعدی آمد به دنبالش. Alors que le monde entier est encore sous le choc des attentats de New York et de Washington, 4 jours plus tard, les habitants du nord de l'Afghanistan affluent en masse vers la vallée du Panjshir. En camion, à cheval, à pied, ils sont des dizaines de milliers à venir des 4 coins de la région pour rendre un dernier hommage à leur chef, le commandant Massoud. Ahmad, son fils, devient à 12 ans, malgré lui, la mascotte et l'espoir de tout un peuple. So for me, what I realized was that Ahmad Shah Massoud is not just that body. Ahmad Shah Massoud is not just one man. Ahmad Shah Massoud is far, far greater than just one man or one body. That now he transferred into a vision, into an emotion, and to a love and a passion that will run through the bloods of whoever loves freedom and justice. این دو حادثه با هم بسیار ارتباط داره، چون القاعده قبل از حادثه 11 سپتامبر میخواستن رهبری مقاومت از بین ببرن تا مقاومت در افغانستان صورت نگیره، دیگه وجود نداشته باشه. Il est vrai que la mort de Massoud, qui était programmée pour les lendemains de son intervention à Strasbourg, avait pour but de détruire toute résistance organisée sur territoire afghan avant que les frappes du 11 septembre ne provoquent inéluctablement, ou du moins très probablement, une riposte américaine sérieuse. Tuer Massoud, c'était s'assurer que les Américains n'auraient pas de relais au sol. Eh bien, après Massoud, l'Afghanistan, le royaume de l'insolence, entre dans une sorte de descente aux enfers. Non pas que ce fut le paradis avant, loin s'en faut, mais on a cette sorte de mécanique infernale. Alors certes, invasion américaine, riposte au 11 septembre, chute du régime taliban, instauration d'un pouvoir à la légitimité aléatoire, incarné par Hamid Karzai, et puis on arrive à l'annonce du désengagement version Donald Trump. D'une certaine manière, et quoi qu'on en dise, on donne les clés du camion afghan aux talibans. En avril 2021, le chef d'état-major des armées américaines, qui s'appelle Mark Milley, fait une déclaration officielle et répond à la question sur le devenir de l'Afghanistan. Et il dit grosso modo, la chute de Kaboul n'est pas inéluctable, mais elle est possible. Donc, en fait, le retour au pouvoir clairement des talibans. Et puis, il a cette phrase quand même extraordinaire que je voudrais citer in extenso. Il dit ceci: « Dans les pires de cas, nous assisterons à l'effondrement du gouvernement et de l'armée afghane, à la guerre civile, à une catastrophe humanitaire et au retour en force d'Al-Qaïda. » Encore bravo pour l'ensemble de notre œuvre, nous occidentaux. Un an après la mort de son père, Ahmad part en exil en Iran avec sa mère et ses 5 sœurs. Puis il étudie dans une académie militaire royale en Angleterre
avant d'entrer au prestigieux King's College de Londres, où il décroche un diplôme en stratégie et relations internationales. Hello, sir. Thank you very much. Thank you. Hello, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. I hope to see you soon. Le fils de Massoud, qui ressemble à son père presque comme un clone, a la même générosité de cœur, le même désintéressement, le même patriotisme. Il n'en a pas l'expérience. Il ne s'est pas illustré sur le terrain guerrier où un chef afghan forge sa réputation. Je ne suis pas sûr qu'il réussira à surmonter la maladie fondamentale de la société afghane, qui est son clivage en clans, en ethnie, en sectes. En 2017, Ahmad revient vivre en Afghanistan, dans la maison familiale de la vallée du Panjshir qu'il a tant aimé enfant. En 2018, il se marie et se lance en politique. Comme son père, il écoute les jeunes, mais surtout les anciens. Comme son père, il se préoccupe de la situation des femmes dans la société afghane. Comme son père, il est proche des gens. Comme son père, il a la passion des livres. This is my father's library, but he used to spend sometimes in here. This was his desk. Sometimes he used to sit in here behind this desk and read in a study. Although I studied war studies, but I studied it for peace. I studied it to prevent wars, to understand war, why it happened, to prevent it from happening. My country has been dealing with wars, with conflicts in the past 30 years. And truly, all generation, all people, in the past 30 years, we've been tired of it. We really, all we want is a stable country, stable government, and peaceful Afghanistan. That's all we want, and I want that. And my heart, my mind, and my effort, it will be toward a peaceful Afghanistan. For example, the Taliban. I'm writing my dissertation for my master's about the Taliban and about the peaceful, negotiation what we have, peace negotiation we have, peace talk with Taliban. I'm trying to say, is it a futile attempt or it's a legitimate effort by the government? One thing that I'm sure, the Taliban, they can never, become the Taliban of 90s because they do not have support of people, and the people of Afghanistan, they will never accept them to be a legitimate power in Afghanistan, never ever, right? Pour moi, un héritage tel que celui-là est à la fois un inestimable trésor et un insupportable fardeau. Et au fond, quand on est le fils d'eux, le fardeau finit toujours par peser plus lourd que le trésor. Si on essayait de définir l'héritage de Massoud aujourd'hui, je dirais qu'au risque du paradoxe, son héritage, c'est une formidable épopée inaboutie. Il restera un des grands rebelles de l'histoire. Tous les rebelles de l'histoire n'ont pas réussi. Today of Afghanistan requires the same Ahmad Shah Massoud. One thing is that I'm not Ahmad Shah Massoud, and I will never be. He was that charismatic leader, that he was born of that situation and that time, that he did an amazing job. We are following the exact footstep of him to implement his visions and his belief by
not copying his just appearance, by really giving people hope and courage just to say that we will do in our own capacity. He had a different capacity, we have our own capacity, but in exactly same direction. I hope and I pray for God to help me to be able to do something good for my country, and maybe I will be successful, maybe I will not. But I will not stop trying, and I will never stop trying and making those dreams of him come into reality.